Eh bien, bonjour à tous. Il est 9h30. Mon nom est Maxime Rabiguet. Je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Et il me revient ce matin d'ouvrir avec mes 4 intervenants ce programme de conférence de Digital Supply Chain Event qui va s'étaler sur 2 jours à travers un programme varié dans lequel on a essayé de conserver un petit peu l'organisation en grande thématique qui avait été prévue dans la version initiale, dirons-nous, de la version en mode salon qui est du mois de novembre. Donc cette matinée, elle est consacrée aux enjeux de la distribution, de l'omnicanal, du e-commerce. Et d'ailleurs, c'est un autre mot-clé qu'ont choisi les intervenants de cette première conférence du programme. C'est un autre mot-clé qui est la logistique urbaine, clé de voûte de la promesse client. Mais on va le voir justement, ces enjeux de distribution, d'omnicanal, de e-commerce. On va aussi croiser les thématiques de l'automatisation. L'idée étant de voir quelque part, et pour poser, dirons-nous rapidement l'enjeu, l'évolution des formats du retail à l'œuvre, notamment en ville, et des moyens logistiques associés. Et quelque part aussi la façon de passer des modes de fonctionnement actuels à d'autres modèles. Je vous remercie de participer à cet exercice, dont l'intérêt résidera particulièrement justement par le fait que vous rendez un petit peu compte de la diversité de l'écosystème qu'il s'agit de mobiliser pour accompagner cette transformation de la logistique urbaine et du retail. Et je vais d'ailleurs peut-être commencer par vous présenter. Après, un petit rappel à nos auditeurs de la possibilité pour eux de poser des questions via le petit onglet dédié sur l'outil. On verra dans quelle mesure on réussit à glisser leurs questions dans celles que se poseront et que je poserai à nos intervenants. Mais n'hésitez pas, moi je garde un œil sur ce fil-là pour essayer de me faire le relais de vos interrogations. Je vais donc, après ce petit propos introductif, vous présenter. Tout d'abord, Isabelle Rocher, bonjour. Vous êtes directrice générale d'Auditor en France et avec, je crois, aussi une responsabilité régionale Europe du Sud. Xavier Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Business Solutions, Transport et Système d'information chez FM Logistique. Jérôme Pedreno, bonjour. Vous êtes en charge du développement business au sein d'Ardis Group. Et enfin, Guillaume Mullier, vous êtes directeur de l'innovation au sein du cabinet de conseil et de recrutement Supply Chain Adameo. Bonjour. Pour commencer cette conférence, je vais me tourner vers vous, Guillaume, quelque part. En tout cas, vous avez été mon interlocuteur pour monter cette conférence, donc il est légitime que je me tourne vers vous pour lancer la première question et une première question qui vise quelque part à centrer un petit peu le sujet. Le titre de cette conférence, la logistique urbaine. Pour tout vous dire, moi, en tant que journaliste, elle m'amène sur plein de sujets de territoire où on parlerait collectivité locale, mobilisation ou à contrario des gens vent debout contre la perspective de voir débarquer la logistique en ville. Pour autant, cette logistique, elle existe, elle fonctionne. Et justement, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur voilà, ce que vous entendez, vous aujourd'hui, traiter à travers vos échanges, quel type d'enjeu et aussi quelle transformation à l'œuvre, quel facteur de transformation. Guillaume. Merci Maxime pour cette introduction. Alors chez Adameo, notre métier, c'est d'accompagner les opérateurs privés dans la prise en compte des transformations de leur environnement économique. Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire, c'est-à-dire que nous allons réfléchir ensemble pendant ces 45 minutes aux solutions qu'on peut apporter
face aux gros enjeux de logistique et de transport qui se posent aujourd'hui dans les centres urbains. Je crois qu'on va peut-être d'abord partir d'un premier constat. Ce constat, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, une quinzaine d'années peut-être, les flux vers les centres-villes étaient plutôt bien structurés, industrialisés. On sortait des entrepôts logistiques et on arrivait à distribuer des points de vente qui ensuite s'occupaient d'assurer les livraisons, d'ailleurs, du dernier kilomètre de l'époque. Entre-temps, il y a l'e-commerce qui a commencé à apparaître. Cet e-commerce a contribué à une densification des flux interurbains et à de plus en plus de congestion. Et puis finalement, on a cette crise du Covid qui est arrivée, qui agit comme un catalyseur de ces phénomènes un peu sous-jacents et qui en fait nous fait arriver au constat qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer dans ce modèle de distribution au centre urbain où finalement il y a autant de flux possibles que d'acteurs économiques et de ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la crise sanitaire, le click and collect est en explosion, les livraisons de repas à domicile se démultiplient, et en fait tout ça, ça crée une atomisation de la livraison qui n'est plus tenable dans le long terme. Pour plusieurs raisons. Enfin, pour une raison fondamentale, en fait, c'est que le coût du dernier kilomètre est complètement prohibitif en termes économiques, donc pour les opérateurs, mais également en termes environnementaux, donc pour les collectivités locales et bien évidemment les consommateurs. Donc aujourd'hui, en fait, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour essayer d'améliorer cette pollution? Et en fait, il y en a véritablement qu'une. C'est si on veut être moins polluant et plus efficace d'un point de vue économique, il faut continuer dans cette logique de massification des flux. Et donc, en fait, il faut rapprocher les stocks des consommateurs. Donc, dans notre logique, chez Adameo, ça fait un bout de temps qu'on réfléchit à toutes ces problématiques. La crise aidant, en fait, on a accéléré nos réflexions et on s'est dit que la seule manière d'y arriver, c'était un peu de transformer notre business model et d'être des consultants qui proposions des solutions et des solutions en travaillant en écosystème. Et cet écosystème, il est aujourd'hui composé de mes trois autres intervenants avec qui on partage l'écran. Donc, FM Logistique, qui agit en tant qu'opérateur et qui est donc capable d'accompagner nos clients en fait dans leur transformation de leur modèle de supply chain. AutoStore qui va permettre d'avoir une densification de stockage telle que en fait le coût foncier centre urbain va pouvoir être contourné. Et Hardis Group avec Jérôme qui va permettre en fait de piloter ces stocks unifiés. Voilà un peu la logique qu'on voudrait aborder ici aujourd'hui. Et donc centrer le sujet véritablement sur les flux de marchandises en centre urbain et sur les solutions qu'on peut proposer pour essayer de rendre les modèles économiquement performants et écologiquement durables. Merci Guillaume d'avoir posé les enjeux et d'avoir pris à votre compte la présentation des autres intervenants et de leur rôle dans l'écosystème. Et je vais peut-être d'ailleurs me tourner vers Xavier Prévost de FM Logistique qui justement est d'une part au contact quotidien des acteurs, de ces acteurs du retail à qui il revient, ou du e-commerce, à qui il revient de faire entrer ces marchandises dans la ville et qui aussi détient potentiellement une partie de la solution en tant qu'opérateur de ces flux, du stockage. Et justement, ma question serait, quel est un petit peu votre ressenti terrain des transformations à l'œuvre et de la façon aussi dont elle est formulée par vos clients. On leur parle logistique urbaine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lève un sourcil? Il passe à autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, peut-être, bonjour à toutes et à tous, partager quelques convictions sur la logistique urbaine. Souvent, on l'assimile au dernier kilomètre. Pour nous, c'est plutôt une logistique qui est déjà au service du consommateur, je dirais même plutôt au service de l'habitant des villes. Et donc, c'est comme ça qu'on la voit. Et elle est finalement au service du développement d'une supply chain qui doit être à la fois omnicanal, qui doit être durable. Et puis, on doit, en termes de logistique urbaine, à démontrer et à conjuguer finalement économie, je pense, et écologie. Et donc, il y a certainement à réinventer un certain nombre de choses. Alors, quand on a dit ça, comment faire? Et je pense qu'on n'est pas les seuls à pouvoir amener les solutions, mais l'idée, c'est de réfléchir finalement à un écosystème à 4 niveaux. C'est un peu la vision qu'on a, qui va s'orienter cet écosystème finalement sur un certain nombre de principes fondateurs qui vont être le One Network, je dirais triple One. Donc le One Network, c'est d'envisager un seul réseau
un réseau qui va être vraiment mutualiser les flux et qui va mutualiser les flux à la fois distribution et les flux reverse. Donc ça, c'est la première notion importante. Deuxième chose, c'est le one process, c'est-à-dire effectivement, si on veut aussi optimiser les choses, il faut envisager des processus qui soient plus standards. Alors, notamment sur le traitement de l'information, sur la data, sur le temps réel. Bon, peut-être que Jérôme y reviendra, mais aussi sur l'ensemble des processus physiques et donc sur les emballages. Et donc, c'est important également qu'on ait les emballages, voire les matériels qui soient fixes ou roulants. Et donc, là aussi, mes amis vont peut-être y revenir. Et le dernier point, c'est le one roof, c'est-à-dire à chaque fois qu'on pourra tout mettre dans un seul et même, sous un seul et même toit, on aura gagné aussi en optimisation. Et donc, ces 4 niveaux, finalement, qui vont mettre en œuvre ces 3 principes. Première chose, c'est des centres logistiques régionaux, multi-clients. Et donc, effectivement, on peut penser que la logistique urbaine se déroule qu'en ville, mais non, elle se démarre avant la ville, puisque si on veut optimiser la ville, il faut l'optimiser bien en amont. Et donc, c'est dans des grands centres logistiques multi-clients de ce qu'on pourrait dire 100 000 m², 50 km du cœur de ville, on va commencer finalement à structurer la logistique urbaine. Puis, il y aura le deuxième niveau. Ce deuxième niveau, c'est plutôt des hubs logistiques urbains dans lesquels on va faire à la fois du groupage et des groupages, mais ça sera aussi des centres de fulfillement urbain, ce qu'on appelle parfois des dark stores, pour qu'on puisse là aussi faire un business multi-client et omnicanal. Alors, pour le visualiser, on est là sur du 2000, 5000 m², on est dans sur le périphérique de la ville et donc on est sur le deuxième niveau de logistique urbaine. Et un troisième niveau qu'on oublie souvent, c'est le corner logistique de quartier. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire une logistique urbaine, il faudra qu'on ait ce troisième niveau de quartier, là aussi toujours multi-client, cette fois-ci sûrement multifonctionnel, qui servira de fonction de pick-up. On parle souvent de drive piéton, mais qui servira aussi de point de départ de livraison, sur une livraison plus propre, sur une livraison dans les 400 mètres. Et donc, c'est vraiment là un centre qui sera d'abord au service des commerçants du quartier, dans un certain nombre de cas, mais aussi des retailers et des commerçants, et puis des opérateurs logistiques. Et en fait, ça sera finalement un nouveau lieu de vie dans le quartier qui va mixer logistique, commerce et puis différentes activités de service. Et puis le dernier niveau qui est celui évident, c'est de livrer à domicile. Alors, soit livrer le magasin pour le B2B, soit livrer le domicile du client. Et là aussi, on peut imaginer des livraisons douces, voire des lockers de proximité, ce genre de choses. Donc, vous voyez, la vision qu'on a, nous, de cette logistique urbaine, c'est vraiment quelques mots. C'est collaboration, c'est mutualisation, c'est standardisation, et c'est surtout définir un modèle qui va être aussi respectueux de toutes les parties prenantes, créateur de valeur de toutes les parties prenantes dans la ville. Donc voilà, globalement, la manière dont on souhaite, nous, aborder ce sujet chez FM Logistique. Merci. Je me tourne vers Isabelle Rocher d'AutoStore. Sur les 4 niveaux que vient d'évoquer Xavier Prévost, j'en vois au moins 3 qui pourraient accueillir des solutions, notamment les vôtres, des solutions automatisées. Mais je vais me tourner vers vous un petit peu avec la même question que celle que j'ai adressée à Xavier Prévost, qui est celle de votre ressenti des transformations à l'œuvre, et notamment celle qui se joue non pas comme celle que Xavier a notamment évoquée en amont, mais celle qui se joue pour le coup dans la ville, avec quelque part aussi la transformation de certains formats du retail et la transformation même du secteur marchand dans sa façon de s'organiser et d'accéder aux clients dans la ville. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Oui, il y a des multiples enjeux qui sont liés à l'omnicanalité qui est en train de jouer. Et en fait, la tendance qu'on a vue jusqu'à présent, c'est vraiment accentué, comme Guillaume le disait, avec l'arrivée de la pandémie. En fait, il y a totalement une nouvelle expérience client qui est en train de se mettre en place. Moi, j'aime bien parler de la phygitalité, donc entre le physique et le digital. C'est vraiment des clients, des consommateurs qui souhaitent aujourd'hui avoir une possibilité autant de passer commande sur Internet, mais aussi aller retrouver les produits soit dans le magasin ou être livrés à la maison. Ça a évidemment une énorme conséquence sur la logistique. Donc, on voit bien arriver l'émergence de nouveaux modèles logistiques. Et Xavier l'avait mentionné entre le dark store, le click et collect, les drives qui se montent de plus en plus. Donc, les enjeux sont multiples par
rapport à ça. Il y a une pression sur les marges des retailers par rapport aux coûts immobiliers, surtout dans les centres-villes. Il y a une lenteur de prélèvement qui se fait sur cette partie dans les dark stores. Il y a une gestion des retours à mettre en place. Il y a une précision des stocks qui est très très importante à avoir puisque vous délocalisez en fait une partie de la marchandise des centres de distribution dans les magasins. Il y a une optimisation des tournées à faire sur le dernier kilomètre. Je continue avec les déplacements des stocks e-commerce pour les magasins pour avoir une offre plus élargie de l'offre aussi click et collect. Et l'enjeu, c'est avec tout ça la réduction de l'empreinte carbone. Donc, c'est vraiment des multiples enjeux. Et on voit aussi, notamment en discutant avec les retailers, il y a une profonde mutation des métiers du retail. C'est une opportunité de valoriser en fait le rôle des employés, qui peuvent être plus réorientés vers le conseil par rapport à la réappro des rayons qui se faisaient auparavant. Donc, on voit vraiment une profonde mutation de tout ce qui est supply chain, mais aussi l'approche de vente. Merci. Alors, juste pour poursuivre, je vais faire mon béotien, mais c'est pas forcément un rôle de composition totale. Mais cette notion de dark store, vous pourriez l'expliciter, qu'on comprenne, surtout qu'elle va peut-être revenir à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors le dark store, on le voit beaucoup dans l'alimentaire. C'est un hub qui est à la périphérie de la ville, qui permet les commandes et de pouvoir les livrer sous 2 heures, sous 4 heures aux consommateurs. Mais en fait, chacun peut comprendre quelque chose de différent. En fait, on se rend compte en discutant avec des différentes enseignes, chacun a sa propre vision d'un dark store et c'est pas que alimentaire. On peut vraiment aussi s'imaginer que ça devient une préparation de commandes à proximité des villes qui peuvent aussi jouer sur le click and collect. Je pense qu'on a notamment, on voit vraiment que la supply chain est en train de se redéfinir et on en fait partie. Et c'est en fait très excitant de voir comment on peut jouer pour améliorer et optimiser toute la partie omnicanal. Merci. Je me tourne vers le dernier. Alors, je ne le vois plus à l'écran, mais Jérôme Pedreno d'Ardis. Est-ce qu'il est toujours parmi nous ou en voulant couper son micro, il a aussi coupé la caméra? Bon, je reviendrai quand il nous rejoindra. Je lui adresserai on a vu à travers vos différentes interventions d'ailleurs cette idée du stock, forcément, quand on est dans des enjeux de distribution. Un stock, et dès lors qu'on a différents niveaux, en tout cas une supply chain qui s'organise différemment et sur différents niveaux, on a des enjeux de stockage différents de ce qu'ils étaient par le passé, plus diffus. Il s'agit quand même d'avoir une visibilité sur ces stocks, aussi la capacité physique de les accueillir. Bon, je vois que Jérôme Dardis n'est pas revenu parmi nous, mais si, le voilà, je le revois. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je voulais justement me tourner vers vous parce que en tant qu'éditeur à Ardis Group, la gestion des stocks, le pilotage des stocks, ça fait partie forcément de votre savoir-faire et de celui de vos outils, et notamment, je crois, avec au-delà des traditionnels WMS aussi et OMS, aujourd'hui des solutions qui permettent d'aller piloter et d'inclure dans un pilotage supply chain des stocks, y compris des stocks magasins, pour les mettre quelque part au service de la démarche à la fois supply chain, mais justement de la reconfiguration des formats commerciaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, et toujours sur ce même angle de votre ressenti de la façon dont les clients s'emparent de ce type de problématique? Vous m'entendez? Oui.
Ça va? Bon, désolé de cette absence. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous sommes assez convaincus que le magasin va être au cœur de cette révolution de la logistique urbaine, de cette promesse client. D'abord parce que il y a une vitesse et un faible coût, comme on le disait, auquel nous habituent les marketplaces et qui font que si on reste sur le modèle figé depuis l'entrepôt, ça ne matchera pas. La deuxième chose, c'est que tout le monde a tout dit avant moi sur le fait que l'omnicanalité fait que le client attend d'être servi de façon voilà, la plus conveniente possible. Là-dessus, le magasin, il est proche. Donc, ça veut dire que si on a une bonne maîtrise des stocks, bah, on va tout simplement peut-être effacer un approvisionnement long, coûteux en énergie, coûteux financièrement. On va apporter un conseil et permettre aux gens de revenir en magasin. Et ça veut dire que le magasin doit aussi proposer une expérience intéressante. Et donc, c'est l'autre aspect qu'on souligne souvent moins, c'est que si le magasin doit devenir omnicanal, il a un dark store, il doit servir en drive, etc., il est lui aussi en train de devenir un peu une marketplace. Il est lui aussi en train d'être un peu hybridé. Typiquement, c'est ce qu'on appelle par exemple le shop-in-shop, c'est-à-dire c'est des enseignes qui vont installer d'autres enseignes dans leur magasin. C'est typiquement des enseignes qui vont fournir des services qu'ils n'avaient pas avant, qui vont être des services de conseils de professionnels autour de leurs produits, qui vont distribuer. On discute nous avec un retailer qui veut distribuer, par exemple, un distributeur alimentaire qui veut distribuer de l'ameublement là où le distributeur d'ameublement n'est pas, sur des territoires où il n'est pas présent. Donc ça veut dire de nombreux flux fins à gérer en temps réel. C'est compliqué à faire. Et donc, il faut un logiciel qui sache le faire. Et si ce logiciel, il permet pas aux gens du magasin de gérer leur facing, la réalimentation du rayon, toute la gestion des mouvements physiques naturels du magasin, vous allez leur imposer quelque chose qui est, dans leur univers, une contrainte trop forte. Donc, on a créé, à partir de nos connaissances WMS, un logiciel pour gérer finement tous ces flux physiques, mais on l'a fait en pensant magasin, en ayant un outil où si la cliente vient vous interroger, vous vous arrêtez et vous lui répondez. En ayant un outil qui permet aux gens dans les rayons de faire eux-mêmes leur merchandising, créer leur podium, leurs opérations de façon très rapide, fine. Donc, on a déplacé notre savoir-faire pour aller créer de la puissance logistique dans les magasins, mais on a aussi découvert qu'il fallait respecter la façon dont ils traitaient les flux physiques, apprendre ça, parce que sinon, on va leur imposer quelque chose de formidable, mais d'irréaliste au regard de leur quotidien, et ils vont pas l'adopter. Donc, la première chose, c'est que les vendeurs de technologie doivent être rentables et doivent faire des choses qui tiennent compte de l'humain. Parce que sinon, vous faites de très beaux slides, vous vendez très peu, et c'est très peu adopté, vous avez raté votre cible. Donc, voilà ce qu'on s'efforce de faire depuis quelques temps. Alors, de très beaux slides, on n'en a pas ce matin. On s'est dit qu'on pouvait s'en dispenser. Pour rebondir sur votre intervention, Jérôme, vous avez été le premier, alors je ne sais pas si c'est à évoquer un cas concret, je ne sais pas si c'est un client, quand vous parliez d'un acteur du meuble qui voudrait être présent quelque part sur des territoires où il n'a pas de magasin, il faut trouver les moyens, les partenaires. Et c'est peut-être justement le moment où on vous attend, moi et les auditeurs, sur cette idée d'un début de concrétisation. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avez travaillé, les uns, les autres, éventuellement en tandem ou plus, des cas précis qui nous permettraient, alors qu'ils soient en opération, en projet, en tout cas un début de concrétisation, et qui rendent quelque part ces diverses facettes de la logistique urbaine qu'on évoque ce matin. Donc l'évolution des formats de distribution, une autre approche de la localisation des stocks et de leur mise à contribution dans la démarche commerciale. Voilà. Est-ce que la question est ouverte? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent commencer à nous dire pour tel client, sur tel périmètre et un petit peu sur quel calendrier? Voilà ce qu'on commence à constater comme transformation aujourd'hui. Alors,
qui veut se lancer? Je sais pas, Guillaume, je crois que en tant que cabinet de conseil, justement, hein, votre rôle, il est quelque part d'accompagner ces entreprises dans leur démarche, parce qu'il n'est pas forcément évident de savoir par quel bout le prendre quand on veut se transformer et coller à l'évolution des attentes des consommateurs. Voilà, vous, en tant que cabinet de conseil, comment vous les accompagnez et par quel bout vous le prenez? Alors nous, on est effectivement pas mal challengés ces temps-ci par nos clients. Et il y a différentes typologies de clients, que ce soit des industriels donc qui proposent à la vente des produits manufacturés, que ce soit dans le secteur de la cosmétique, que ce soit dans le secteur du bricolage, ou que ce soit des enseignes disposant d'un fort réseau physique de retail qui viennent nous consulter en nous disant écoutez, on est en train de vivre un moment assez compliqué. On a une baisse de fréquentation en ce moment de nos flux physiques dans les magasins qui est assez brutale. On a une explosion de notre e-commerce et en fait, la première question qu'on se pose, c'est que comment doit-on restructurer notre réseau de distribution, notre network design, comme on dit couramment dans le métier de la supply chain, pour être capable en fait de devenir plus intégré, plus agile et de basculer très rapidement d'un modèle physique à un modèle digital ou de mixer les deux et d'être capable en plus de proposer de nouveaux modes de livraison et de nouveaux moyens de satisfaire les attentes des clients qui en fait se démultiplient aujourd'hui puisqu'on conjugue de multiples solutions au moment de se faire livrer. On veut de la mobilité douce, on veut se faire livrer au bureau, on veut acheter au bureau, se faire livrer en sortant du métro et en rentrant chez soi. Donc en fait tout ça, ça suppose une capacité d'orchestration assez forte. Donc il y a une capacité d'orchestration en termes de réseau déjà, c'est comment je vais structurer mes flux. Il y a une capacité d'orchestration en termes de système d'information, c'est où sont mes stocks, à quel endroit et comment en fait je fais en sorte que mes stocks soient affichés temps réel sur les outils de consommation dont disposent les consommateurs, ou en tout cas connaître les stocks qui sont disponibles dans chacun de mes points physiques de distribution pour être capable de déclencher les réassorts qui vont bien. Il y a des questions d'orchestration également de tout le processus, c'est-à-dire comment je fais circuler l'information pour déclencher le retrait, déclencher la livraison. Donc, tout ça pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse effervescence autour de ces sujets, puisque la crise sanitaire aidant, le mix marketing des ventes a été complètement transformé, chamboulé, ça va l'être de manière assez durable. Et en fait, ça requiert de mettre en œuvre des supply chains de plus en plus agiles. Donc aujourd'hui, typiquement, on va prendre un exemple d'un distributeur spécialisé qui nous dit, ben voilà, je m'interroge, aujourd'hui, j'ai une baisse drastique de ma fréquentation boostique de plus de 50%, j'ai un e-commerce qui explose, j'ai un problème parce que mon prestataire logistique aujourd'hui, il ne sait pas gérer mon flux e-commerce au colis de la même manière qu'il gère la livraison par palette au niveau de mes magasins. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour rapprocher mes stocks de mes magasins? Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'expliquait Jérôme quelque part, Isabelle aussi, est-ce que les magasins ne doivent pas rentrer dans une dynamique de préparation de commande? Est-ce que je ne vais pas faire du ship to store, du ship from store, pardon? Ou alors, je reviens sur la définition de Isabelle du dark store. Le dark store, on peut aussi le considérer comme un magasin en centre-ville, mais qui est caché, d'où le dark. En fait, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, c'est que au lieu d'avoir mes réserves qui sont en superficie, je vais les enfouir sous la ville, si vous me permettez l'expression, dans des endroits qui sont sur des architectures pas forcément faciles à saturer, à bien industrialiser. C'est ce qu'on arrive à faire avec AutoStore par ailleurs. Et donc, grosso modo, est-ce que je suis capable de mettre un dark store en plein centre-ville sur des surfaces de 2000 m², 3000 m², comme disait Xavier? Et est-ce que ce dark store va pouvoir réassortir mes magasins, faire la préparation click and collect pour mes différents magasins en moins de 2 heures et assurer éventuellement mes expéditions e-commerce? Et après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais de mes magasins physiques? Mais ça, je vais peut-être plutôt laisser Isabelle vous expliquer par la suite ce qu'AutoStore permet de faire dans ses points physiques de vente. C'est vrai que le temps file et je dois juste, il nous reste un quart d'heure et vous voyez peut-être dans la colonne questions qu'il y a un certain nombre il y a même pas mal de questions qui ont été formulées. Je voudrais qu'on ait quand même le temps d'évoquer certaines d'elles. Alors, Guillaume à l'instant vient d'interpeller Isabelle, il y a aussi d'interpeller quelque part le prestataire logistique dont le métier est transformé par la différence des flux. Isabelle,
et aussi avec cette dimension de début de réalisation ou de projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, bah justement, on est en train de travailler avec une enseigne qui souhaite en fait innover et s'adapter par rapport à ces changements-là. Donc en fait, la demande, c'était créer un espace de vente où il peut en fait mêler vraiment le physique et le digital. Donc en fait, dans son magasin, donner l'occasion aux consommateurs d'explorer les stocks qui sont exposés, mais tous les stocks qui sont par ailleurs mis en réserve, qui sont accessibles via des écrans. En fait, c'est vraiment, on revient sur cette partie digitale. C'est une expérience client beaucoup plus expérientielle, et de ce fait, de vouloir créer un espace où éventuellement on peut prendre un café, où on peut discuter. Par contre, en même temps, élargir son offre un tiers de plus de références en magasin pour aussi absorber en fait les flux de l'e-commerce. Et en fait, c'est possible avec une densification des stocks dans la réserve, et AutoStore peut en fait absorber cette densification-là. Donc, vraiment, on est en train de travailler là-dessus. C'est quelque chose qu'on avait vu avec Guillaume aussi, c'est de plus en plus demandé. C'est de s'adapter à ce nouveau parcours client. Donc, c'est vraiment ça, achat smartphone, click et collect, ou livraison à domicile, ou achat en magasin. Je vais quand même être livré à domicile puisque j'ai pas envie de me balader avec tous mes achats. Donc, on est vraiment en plein là-dedans. Et AutoStore, effectivement, dans la réserve, a toute sa place pour pouvoir aider à offrir cette nouvelle expérience aux consommateurs. Merci Isabelle. C'est vrai que là, forcément, votre réponse est celle de la densification des stocks en magasin via vos outils. Et je vous remercie d'ailleurs de répondre quelque part à une question qui était formulée par une de nos auditrices, mon ancienne collègue d'ailleurs, qui s'interrogeait sur, voilà, on demande beaucoup de choses aux magasins aujourd'hui, et comment en même temps ils pourraient avoir la place des bergers du stock, d'autant que il revient quand même souvent l'idée que les loyers associés aux surfaces commerciales, notamment dans Paris, ils sont pas foncièrement à la baisse, même si certains paramètres vont peut-être bouger à la lumière des mois écoulés. Toujours cette idée, je vous remercie Isabelle d'avoir évoqué, voilà, des débuts de réflexion concrètes, et on voit un petit peu le profil de ceux qui s'intéressent et qui s'interrogent sur ces enjeux de la logistique urbaine. Je retourne vers Xavier Prévost parce que tout à l'heure Guillaume évoquait, voilà, ce métier du prestataire logistique. Il évolue parce que c'est pas exactement les mêmes flux, et je vais d'ailleurs dans ma question quelque part encapsuler celle d'un de nos auditeurs qui s'interroge. Il y a des prestataires logistiques, et FM Logistique en est un, qui propose des offres désormais tournées vers la logistique urbaine, et lui il s'interroge, dans quelle mesure le fait qu'il y ait des offres portées comme ça par des acteurs, dans quelle mesure on est dans le cadre de la mutualisation à laquelle vous faisiez référence au début. Voilà, on a des clients, on va mettre en œuvre une solution pour lui. Dans quelle mesure ça s'inscrit dans un cadre mutualisé pour être efficace, comme vous le disiez, efficace et pertinent économiquement. Oui, donc en fait, chez FM, on a considéré que la logistique urbaine, c'était une nouvelle activité, un métier à part entière, et donc un métier qu'il faut apprendre. Donc en fait, le positionnement qu'on pourrait prendre, entre guillemets, c'est d'être concepteur, organisateur et opérateur de solutions de logistique urbaine. Donc notre vision, finalement, c'est dit qu'on doit d'abord faire la synthèse de l'ensemble de nombreux pilotes. Alors, vous parliez effectivement de projet. Donc, on avait lancé ce projet notamment à Rome, puisqu'on était contraint finalement pour des raisons écologiques, et on a déployé ce concept city logging, en tout cas cette approche maintenant partout. Alors pour déployer ces pilotes, finalement,
on part toujours il y a toujours finalement le besoin d'un client qui n'est pas toujours exprimé d'ailleurs. Deuxième chose, c'est parfois on a parfois des contraintes externes, puis on a des convictions, et aujourd'hui, je pense qu'on a plus, nous, avoir cette conviction de cette logistique, je dirais, de bout en bout, et je pense qu'il y a des choses à faire, et puis il faut qu'on ait des opportunités technologiques aussi, puisqu'effectivement, ce qu'on disait, on a aujourd'hui une vision claire finalement de la finalité, une vision claire des usages, et il faut rendre les choses possibles. Donc, avec les opérateurs de technologie, on peut rendre les choses possibles, même s'il reste beaucoup à faire. Hein, vous le disiez, je pense que c'est important. Et donc, c'est aussi de nouvelles compétences pour nous. Je crois que c'est une nouvelle façon de voir les choses, ce sont de nouvelles compétences, c'est une nouvelle façon de relationner avec ses clients, c'est une nouvelle façon de relationner avec ses collaborateurs dans un certain nombre de cas, puisqu'on travaille de façon très différente. Et donc, voilà, l'idée qu'on a, c'est d'inventer ce métier. Mais ce métier, c'est pas un métier qu'on pourra faire uniquement en interne. C'est forcément un métier qui sera fait en entreprise plateforme et qui va supposer beaucoup plus d'ouverture également et d'agnosticité dans les flux. Donc, c'est vraiment cette approche-là, telle qu'on la voit avec un partenariat également avec les collectivités locales, avec des opérateurs commerciaux, de centres commerciaux, des opérateurs de parking, etc. Et on voit que ça oblige à ouvrir l'entreprise sur d'autres modes de collaboration. Et c'est pour nous peut-être le changement le plus important, c'est celui-là, en fait. Merci. C'était d'ailleurs le sens de cette table ronde, de rendre quelque part un petit peu l'idée de l'écosystème qu'il s'agit de mobiliser, même si au regard de votre intervention, on comprend que ça va même bien au-delà, hein, jusqu'aux collectivités locales, et bien sûr, mais eux, ils sont plutôt à l'origine aux consommateurs finaux. Et ça répond aussi en partie à certaines des questions qui étaient évoquées par nos auditeurs. Vous soulevez aussi l'enjeu des systèmes d'information. Alors, le côté agnostique, mutualisé, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile. Je sais pas, je me tourne vers Jérôme Pedreno, des utilisations, je sais pas moi, des pilotages de stocks mutualisés entre divers retailers, éventuellement plusieurs opérateurs. Aujourd'hui, c'est des dimensions qui sont pas du tout portées par les outils. C'est des dimensions qui sont de plus en plus portées par les outils. Le souci de l'interfaçage est en train petit à petit de disparaître avec toutes les technologies dites de web service. Avec la 5G, la 4G privée, on aura de plus en plus d'informations à disposition en temps réel pour prendre des décisions plus éclairées. Donc, j'ai envie de dire que les technologies suivent globalement bien, mais comme le disait Xavier, effectivement, il faut un ensemble de partenaires qui soient prêts à collaborer. Et donc, typiquement, vous parliez de réalisation concrète. Nous, on a un grand client distributeur qui, grâce à ces outils technologiques, est en train d'optimiser l'utilisation de ses réserves. Il libère de la place, des dizaines de milliers de mètres carrés, peut-être des centaines de milliers. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il réfléchit à le sous-louer à des prestataires logistiques. Il réfléchit lui-même à faire des services de marketplace pour les commerçants environnants. Et on a la même logique quand on discute avec Guillaume, avec certains grands groupes publics qui ont des locaux vides aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec Isabelle et ses technologies, avec des prestataires, on pourrait effectivement les utiliser comme des points logistiques très forts. Donc la question, elle n'est pas tellement finalement dans le système d'information, elle est dans la combinaison des services et technologies avec l'immobilier existant pour y créer de la logistique. Et je pense que ce qui peut nous porter, il y a deux choses. La première, c'est effectivement de montrer, si c'est le cas comme on le pense, que ça va permettre de décarboner fortement, et décarboner et désaccidenter. Parce qu'il ne faut pas oublier quand vous avez 60% de livraison maintenant centrale avec des camionnettes qui, on l'a tous vu, des fois foncent un petit peu, hein, parce que avec des gars pas forcément beaucoup payés et payés à la course, donc c'est quand même pas toujours évident d'avoir de la sécurité avec ce type de schéma. Premier élément, la décarbonation. Deuxième élément important de cette logistique urbaine, les petits commerces, notamment du centre-ville, dans cette logique d'espace libéré, ils vont pouvoir accéder à des points logistiques proches. Donc la logique marketplace va leur permettre d'étendre leur zone de chalandise, qui est peut-être un peu limitée. Et là, ça veut dire, notamment auprès des leaders de la distribution, qu'il faut qu'ils rentrent dans une logique, non pas de
je vends au client avec ma marchandise, mais je me centre sur vendre au client dans mon lieu de vente, quel que soit le vendeur. Et donc, ils intègrent finalement cette dimension marketplace pour retrouver une profondeur de gamme et une capacité à livrer en proximité qui rendent à nouveau leur magasin extrêmement attractif par rapport au web, en fait. Et donc, c'est toute cette logique-là qui va permettre le développement de la logistique urbaine si les différents acteurs qui sont autour de la table et plusieurs autres arrivent à s'entendre et à bien travailler. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a des technologies qui sont déjà en place, qui permettent, nous, on a des expériences, par exemple, avec AutoStore, avec un distributeur qui réfléchit dans le B2B à carrément se passer de ses entrepôts et à créer en gros, un quart de ses agences avec AutoStore et nos logiciels, des mini-entrepôts déportés. Donc, on est en train de passer dans la phase de réalisation massive avec de grande distribution, mais c'est du coup par coup. Il n'y a aucune vision globale. C'est le village d'Astérix comme d'habitude. Voilà. Donc, il faut franchir un cap pour travailler de façon plus large sur ce sujet. Merci Jérôme. Alors, il nous reste 4 minutes. On a eu beaucoup de questions et je remercie à tout le monde et on va pas pouvoir rendre justice à toutes les questions. Mais en tout cas, je note qu'en interrogeant Jérôme Pedreno sur des enjeux de système d'information, on en est arrivé à parler de décarbonation et il y a plusieurs questions qui tournent justement sur ce jeu des contraintes de la congestion des villes et comme le disait Xavier Prévost, l'origine de leur offre City Login, elle est venue à Rome de contraintes quant à la circulation des moyens de livraison. Et j'aimerais justement pour finir, et jusque-là, on a plutôt parlé en termes d'opportunités et de développement et d'accompagner la transformation des attentes. L'enjeu, c'est aussi d'accompagner la transformation des contraintes et l'engorgement des villes qui voudraient s'exprimer sur ce sujet dans les 3 minutes qui nous restent. Juste peut-être rapidement pour ajouter une chose qui va permettre de répondre à la question, c'est que la logistique urbaine, c'est avant tout la logistique du bon sens. Donc, si on veut arrêter d'engorger les villes, ça sert à rien de recréer des schémas de transport là où il en existe. Je crois que Xavier l'a très bien dit, c'est apprendre à travailler avec d'autres. Donc, il y a un moment, il va falloir mutualiser les moyens, que ce soit des moyens de stockage ou des moyens de transport. Et c'est seulement à cette condition qu'on va accepter de partager la valeur entre tous, qu'on arrivera à réduire les impacts carbonés, qu'on va permettre à des petits commerçants de continuer à vivre. Et tout ça, en fait, créer les conditions d'une économie de proximité qui sera beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Voilà, pour moi, je m'arrête là, je laisse aux autres la possibilité d'intervenir. Xavier, chez FM, cette congestion, elle vous concerne peut-être plus directement parce que les véhicules, pour certains, c'est les vôtres. Oui, tout à fait. Donc, je pense que ce qui est important, et comme on l'a dit, c'est d'avancer sur des pilotes et sur des cas concrets. Parce que le reste, ça sert à rien, c'est des débats. Mais on peut imaginer plein de choses. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'aires de stationnement ou de chargement intelligent. Donc, on peut imaginer plein de choses pour décongestionner, faire que les choses se passent bien. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on puisse regarder les choses concrètement et finalement ne pas avoir d'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un modèle qui se développe. Finalement, sans donner les moyens aux livreurs de faire bien leur travail, qui développe un e-commerce qui est comme pas toujours très écologique. Hein, quand on regarde les emballages et autres, il y a vraiment à réinventer, je pense, le e-commerce. Il y a à réinventer plutôt, je dirais, le commerce omnicanal. Et c'est vraiment cette conjonction d'économie circulaire, de commerce omnicanal et d'urban logistique qu'on essaye de travailler parce que c'est cet écosystème-là qu'il faut mettre en place pour une nouvelle consommation dans les villes. En guise de conclusion et sur ce même thème, Isabelle. Juste je dirais qu'aujourd'hui, on voit vraiment qu'en mettant la logistique au centre du consommateur, on va raccourcir les trajets, on va raccourcir
où on va réduire l'empreinte carbone. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en utilisant tout l'espace disponible et non utilisé, on va pouvoir y arriver. Et c'est en tout cas chez AutoStore ce qu'on attelle de faire, hein, c'est de trouver avec l'écosystème autour de la table des espaces pour pouvoir augmenter les stocks dans les villes et d'éviter d'avoir des camionnettes qui circulent en fait toute la journée dans les mêmes environnements. Merci. On arrive au bout du créneau. Alors, on a suscité beaucoup de questions chez nos interlocuteurs et chez nos spectateurs, et j'espère qu'ils ne seront pas trop frustrés qu'on n'ait pas forcément pu toutes y répondre, mais j'essaye quand même de les retranscrire dans les interrogations que j'ai pu porter vers vous. Je vous remercie en tout cas tous les quatre de vous être prêtés au jeu et quelque part aussi d'avoir livré le fait que les réflexions avancent, que les divers maillons de la chaîne travaillent ensemble à essayer de faire émerger des choses nouvelles. Et moi, c'est en tant que journaliste que je suivrai les développements que vous avez évoqués.